Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Visitation de l'île du Port, en ce mardi 9 avril 2024 à 19h, à laquelle sont présents M. François Drainville. Oui, présent. Mme Marie Scourchain. Présent. M. Stéphane Lamar. Présent. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Présent. Mme Nancy Gartin. Présent. Et moi-même, Alain Goyette. Au ordre du jour, ouverture de la séance. Fait, lecture et adoption d'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2024. 3.4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 mars 2024. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Autorisation de passage, randonnée du souvenir Thierry Leroux. 5.3. Point d'information, déclaration de réciprocité concernant les nouveaux partenariats entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, ensemble au service des citoyens. 5.4. Demande d'appui, la Maison de la famille aux 80. 6. Travaux publics. 6.1. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. 7. Sécurité publique. 8. Hygiène du milieu et environnement, installation septique hydrokinétique. 9. Urbanisme. Adoption du premier projet de règlement 123-2024, modifiant le règlement administratif 123. 9.2. Adoption du premier projet de règlement 119-2024, modifiant le règlement 119 relatif au zonage. 9.3. Adoption du premier projet de règlement 115-2024, modifiant le règlement 115 relatif au plan d'urbanisme. 9.4. Assemblée publique de consultation, projet de règlement 123-2024, modifiant le règlement administratif 123. 9.5. Assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro 119-2024 relatif au zonage. 9.6. Oui, excusez-moi. 9.6. Assemblée publique de consultation, projet de règlement 115-2024 relatif au plan d'urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1. 15e édition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent. 11. Période de questions et demandes verbales de la part d'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? M. André Rondeau propose. Quelques secondes, à 5 millisecondes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Stéphane Lamar seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation autorisée des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, il est proposé par appuyé par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 11 avril 2024, 30 370,82. Paie des employés et des élus au 11 avril 2024, 11 277,85. Pour un total de 41 648,67. Est-ce que vous pouvez nous lire les montants importants, s'il vous plaît? Tout à fait. On a un premier chèque pour la MRC de Dautré, 1028,39 sous pour quote-part évaluation du mois de mars 2024. La MRC de Dautré aussi pour 1074,71 sous, donc pour les évaluations du mois d'avril 2024. Ensuite, on a Transport Casco, 3361,18 pour la fuite, le bruit d'aqueduc qu'on a eu sur la rue de l'Église. MRC de Dautré, 6127,92, c'est pour les évaluations et inspections qui ont lieu en 2023 pour finaliser l'année. On a les DAS fédérales, 1056,3 sous, DAS provinciales, 3006,46. Ensuite, on a les payes. Ici, on a la MRC de Dautré, toujours pour une quote-part 1028,39 sous. EBI Environnement, 3932,44 sous, la collecte des ordures et la sélective. Ville de Berthierville, 1482,60 pour l'entente de la bibliothèque. Et Pierre Bertrand MSC, 2759,40 pour l'architecture en lien avec les zones inondables.
C'est tout. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Madame Marie Cochin propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Mialet seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 mars 2024. Au 31 mars 2024, il y a eu 6 permis d'émis pour un cumulatif à la fin de mars de 10 au total, pour un montant de valeur de 631 000 et des revenus de 355 000 C'est un dépôt, il n'y a pas de proposition. L'Agence municipale 911, dépôt d'une communication datée du 14 mars 2024, reçu de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 207,28 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de 2024. Il s'agit du versement de la remise mensuelle de la taxe du financement des centres d'urgence 911. 5.2. Autorisation de passage, randonnée du souvenir Thierry Leroux. Considérant que la randonnée du souvenir Thierry Leroux adresse au conseil municipal une demande d'autorisation de passage pour la tenue de l'événement cycliste qui traversera le territoire de la municipalité le 23 août prochain entre 13h45 et 15h15, considérant le trajet proposé sur le territoire de la visitation de l'île du Pas, emprunte uniquement la route 158 qui est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que la randonnée du souvenir Thierry Leroux a pour but de recueillir des fonds afin de promouvoir et améliorer la qualité de vie des jeunes de 4 à 25 ans de la MRC de la Vallée de l'Or et de la communauté Anishinaabe de Lac-Simon. Considérant l'organisme a soumis son plan de sécurité incluant son trajet, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le passage de la randonnée souvenir Thierry Leroux sur le territoire de la municipalité le 23 août prochain. Que la présente résolution est conditionnelle à ce que l'organisme obtienne l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Mainville propose. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, point d'information. Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, ensemble au service des citoyens. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 21 mars 2024, reçu du sous-ministre adjoint aux impacts climatiques, à la fiscalité, aux finances et aux infrastructures, M. Jocelyn Savoie du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, confirmant le dépôt direct d'une somme de 2 795 $. En effet, le 13 décembre 2023, les représentants du gouvernement et des municipalités ont signé la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, ensemble au service des citoyens. La conclusion de cette déclaration permet l'établissement de nouvelles relations prévisibles, souples et pérennes. Le gouvernement s'est notamment engagé à effectuer en 2024 un transfert ponctuel d'un montant aux municipalités de 15 000 habitants et moins. C'est un dépôt de document. Bon, merci le gouvernement. 5.4. Demande d'appui à la Maison de la Famille aux 80. Considérant la demande d'appui datée du 29 février 2024 de la Maison de la Famille aux 80 dans le cadre du projet d'agrandissement de la Maison de la Famille aux 80. Considérant que la Maison de la Famille aux 80 est un organisme communautaire autonome sans but lucratif qui offre au sein de la communauté dans laquelle elle est impliquée des activités de prévention et de promotion, des services d'aide et de soutien continu à tous les parents, et ce, en couvrant l'ensemble des étapes de vie, de la grossesse à l'âge adulte des enfants. Considérant que la Maison de la Famille possède 2 points de service, soit Berthierville et Saint-Barthélemy, me rejoint outre ces 2 municipalités, les familles des municipalités environnantes, soit Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Vertier, la Visitation de l'Île-du-Pas, Saint-Ignace-de-Loyola ainsi que Saint-Culbert. Considérant que les locaux actuels sont actuellement insuffisants pour les demandes grandissantes des familles du territoire, considérant que le projet vise à construire une bâtisse de 544 pieds carrés par 2 étages afin d'améliorer l'accessibilité et la capacité de l'organisme, considérant que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas considère que le travail fait par la Maison de Famille aux 80 est essentiel et que ce projet serait bénéfique pour l'ensemble de la communauté, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas appuie le projet de Maison de la Famille aux 80. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce
Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Marie Scourchain, une seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 6. Travaux publics. 6.1. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Ça, c'est une résolution. C'est une résolution pour la TEC. Elle est très longue, mais essentiellement, c'est qu'on demande au gouvernement fédéral qui collabore avec les municipalités, les signataires de l'entente, afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable, d'eau usée et augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TEC, parce que ce n'est pas encore renouvelé, fait qu'on veut qu'il se penche là-dessus, sans aucune nouvelle condition et en assoupissant les règles pour permettre la réalisation de projets identifiés par les municipalités, que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-premier ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, au député fédéral et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Stéphane Mort. M. André Rondeau, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Essentiellement, c'est pour demander au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial qui remettent, qui renouvellent le programme de la TEC, comme on en a bénéficié nous autres du PA, justement, dans une partie de notre réflexion durant l'année du PA. 7. Sécurité publique, aucun point. 8. Hygiène du milieu, environnement. 8.1. Installation septique hydrokinétique. Considérant que certains types septiques nécessitent une vidange à fréquence régulière ou autre que celle requise pour la plupart des installations de résidences permanentes, saisonnières ou isolées. Considérant que la présente résolution vise à fixer les exigences particulières à leur vidange pour ces types d'installations. Considérant que la fréquence de vidange du système de traitement secondaire avancé tel qu'hydrokinétique est déterminée par une personne reconnue par le RUTERI, qui doit effectuer annuellement une inspection conformément aux normes et dispositions indiquées par le fabricant et que la fréquence de vidange propre à chaque installation, car elle peut être de 4 à 6 ans. Considérant que la délivrance d'une attestation de l'inspection annuelle est requise et que celle-ci doit être transmise annuellement à la municipalité par les propriétaires détenant ce type d'installation. En conséquence, le proposé par, appuyé par, est résolu que les propriétaires détenant un type septique tel qu'hydrokinétique doivent transmettre annuellement à la municipalité l'attestation d'inspection annuelle afin d'attester que l'entretien a bien été réalisé, que les propriétaires détenant un type septique tel qu'hydrokinétique paient annuellement par le biais de la taxation annuelle effectuée par la municipalité le service des boues et de fosses septiques avec les tarifications déterminées annuellement par le Conseil, que soit remboursé le tarif pour la gestion des fosses septiques par la municipalité, sur présentation d'une pièce justificative d'inspection de leur installation. Ça me prend un proposeur pour un secondaire. Ça, essentiellement, ce que c'est un nouveau type de fosse septique semblable à Bionest ou EcoFlow qui arrive dans la solution de gestion des fosses septiques. Et eux, cette compagnie-là offre la gestion totale et intégrée de l'installation. Les propriétaires de ce type d'installation-là payent toutes les inspections, payent aussi la vidange. Fait que nous, en échange, mais qui nous remettent les documents
document comme quoi les travaux ont été faits, on va lui rembourser la partie qu'ils ont versée à la municipalité. Oui. Le proposeur, M. Serge Boucher. Le secondaire, M. André Rondeau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1, adoption du premier projet de règlement 123-2024, modifiant le règlement administratif 123. Je vais sauter les attendus, mais essentiellement, c'est le but du présent règlement a pour effet de définir les termes cabane à pêche, îlot de chaleur, gîte touristique, bed and breakfast, établissement d'hébergement touristique, location courte durée et tourisme, ainsi qu'ajouter les dispositions relatives à la délivrance d'une attestation de conformité pour les installations septiques par un professionnel autorisé. L'article 2.4 du règlement administratif est modifié par l'ajout du terme suivant. Cabane à pêche, bâtiment temporaire servant aux activités de pêche sur la glace, pêche blanche durant la saison hivernale. Îlot de chaleur. Un îlot de chaleur urbain correspond à une zone urbanisée où la température est plus élevée que dans les milieux naturels ou environnants, souvent causée par une diminution du couvert végétal et une augmentation des surfaces minéralisées et perméables qui absorbent la chaleur. Gîte touristique, bed and breakfast, établissement où est offert de l'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, est offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. Touriste, une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. Article 4. Le présent règlement administratif numéro 123 est modifié par l'ajout. Non, c'est l'installation septique. Oui. Oui, c'est ça. Article 4. Installation septique, obligation. Un certificat d'autorisation est obligatoire pour tous les travaux décrits au règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, des résidences isolées et de ses amendements. Modalité de la demande. La demande doit être faite par écrit en duplicata sur des formulaires fournis par la municipalité. Cette demande du mandaté doit faire connaître les noms, les prénoms, domicile du propriétaire de son procureur fondé. Le requérant doit fournir les éléments de demande au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2 à 22. Confirmation. Le requérant d'un certificat d'autorisation pour installation septique doit déposer une confirmation écrite signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière à l'effet qu'il a été mandaté pour assurer l'inspection des travaux. Attestation de conformité. Tout détenteur d'un certificat d'autorisation visant une installation septique doit, au plus tard 6 mois après la fin des travaux d'installation septique, présenter les documents suivants à l'inspecteur en aménagement et en urbanisme. 1. Une attestation de conformité signée par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, attestant que l'installation septique construite est conforme au rapport de conception et au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. L'attestation de conformité doit comprendre un plan de localisation à l'échelle de l'installation septique telle que construite, accompagné des photos démontrant les numéros BNQ des composants, utilisés ainsi qu'une certification à l'effet que la date d'installation, la dite installation a été construite conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 2. L'attestation doit également spécifier la capacité et le type de fosse septique ainsi que les coordonnées de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux. 3. La copie du contrat d'entretien du manufacturier, si applicable. 4. La preuve de vidange des affectations de l'ancienne fosse septique, si applicable. Le présent règlement est en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Madame Jocelyne Drainville, ben oui. Est-ce que quelqu'un se donne? Monsieur François Drainville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bien des règlements ce soir. 9.2. Adoption du premier projet de règlement 119-24 modifiant le règlement 119 relatif au zonage. Je vais sauter les attendus que je vais tomber à
l'article 2. Le but du présent règlement a pour effet de réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes de véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location court terme, à la grille des usages et des normes. Actuellement, il n'y a rien de ce que je vais dire qui est permis. Fait que oui, il y a du monde qui le font, là, mais on veut rendre notre règlement conforme à la réalité en permettant l'usage de ce que je viens de citer. Article 3. La section 5 du règlement de zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes de pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles qui stipule 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes à pêche et autres équipements ou bâtiments mobiles. L'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit en cours avant et à moins de 2 mètres des lignes de l'eau. En l'absence d'un bâtiment principal, l'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit dans les marges avant et latérales prescrites à la section 9, dispositions spécifiques à chaque zone. C. Un maximum de 3 cabanes à pêche peut être entreposées par terrain. Article 4. La section 5 du règlement du zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de la section 5.1.2, entreposage des roulottes et véhicules récréatifs qui stipule entreposage des roulottes et véhicules récréatifs. En aucun cas, une roulotte, un véhicule récréatif ne doit servir de résidence permanente, et ce, peu importe la durée d'utilisation. Une roulotte ou un véhicule récréatif ne peut être utilisé comme résidence temporaire en dehors des terrains de camping. Le remisage est autorisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de propriété. Un maximum d'un véhicule récréatif peut être stationné en cour avant entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Article 5. La section 5 du règlement du zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.3, kiosque de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole. Les kiosques des produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à une exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes. Le kiosque doit être situé sur le terrain d'exploitation agricole où sont cultivés les produits vendus. Le kiosque doit servir majoritairement à la vente des produits issus de l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire. Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation agricole. Un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé. L'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que celui-ci n'ait pas à se stationner sur la voie publique ou à reculer sur la voie de circulation pour quitter l'emplacement du kiosque agricole. Dans le cas d'un kiosque permanent, l'implantation de ce dernier doit respecter la marge de recul avant prévue à la grille des usages principaux et des normes. Dans le cas d'un kiosque temporaire, l'implantation de ce dernier doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voie de circulation. Article 6. Le règlement du zonage 119 est modifié par son article 5.1 en abrogeant le 5e paragraphe. Article 5, 6, 7. L'article 5.7 est intitulé « Superficie perméable » est ajouté au règlement du zonage numéro 119. Superficie perméable. Une proportion minimale de 25% de la superficie totale d'un terrain doit être perméable et verdie grâce à l'implantation de végétaux en pleine terre, gazon, arbres, plantes et ou arbustes. Cette disposition s'applique uniquement sur une propriété occupée par une habitation unifamiliale ou bifamiliale située dans le périmètre urbain et en zone d'îlot de chaleur. Ici, notre seul périmètre urbain qu'on a, c'est une partie de l'île Saint-André. Article 5. Article 8. Le premier paragraphe de l'article 5.3.2 du règlement de zonage numéro 119 est remplacé par le paragraphe suivant. Un bâtiment complémentaire relié aux usages résidentiels ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal, à l'exception des terrains situés en zone agricole dont la superficie excède 5000 m² selon le tableau suivant. De 5000 à 5500 m², 125 %. De 5500 à 10 000 m², 150 %. De 10 000 m² à 1500 à 15 000 m², 200 %. De 15 000 m² à 4 000 m², 40 000 m², 250 %. Essentiellement, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on va permettre à ceux qui ont des grands terrains de pouvoir avoir des bâtiments secondaires un peu plus grands. En réalité, c'est pour régulariser une partie des situations qui sont déjà existantes, soit par
lotissement d'anciennes fermes agricoles, ou soit des personnes qui, sans vouloir enfreindre aucun règlement, ont tout simplement, ayant un grand terrain, bâti des bâtiments accessoires plus grands que la propriété principale. Fait que ça s'applique juste aux terrains de grande superficie pour permettre d'utiliser, que les propriétaires de grands terrains puissent profiter de leur grand terrain, justement. Les articles 9.5.1, 9.8.1 de la section 9 du règlement de zonage numéro 119 sont modifiés pour l'ajout de l'usage d'établissements d'hébergement touristique, location courte durée. 9.5 de dispositions applicables à la zone AE, Héliocastor, usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Dispositions applicables à la zone NC et la LEG, usage permis, établissement d'hébergement touristique, location courte durée. Article 10, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Monsieur Drainville. OK. Monsieur François Drainville propose, puisque c'est lui qui avait donné l'avis de motion. Qu'est-ce qui seconde? Oui. Monsieur Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, tout le monde d'accord? C'est pour les domaines. 9.4. Oui. Adoption du premier projet de règlement 115, numéro 2024, modifiant le règlement 115 relatif au plan d'urbanisme. Encore une fois, je vais partir un petit peu plus loin. Article 2. Le but du présent règlement a pour effet d'ajouter les notions d'îlots de chaleur au plan d'urbanisme. La section 2 du plan d'urbanisme est modifiée par l'ajout de l'article 2.8. Les îlots de chaleur qui stipulent la municipalité entend exercer un contrôle dans les zones identifiées comme étant des îlots de chaleur afin de protéger les personnes et les biens contre les effets néfastes de chaleur excessive. Il pourrait être permis de construire à condition de se conformer aux normes retenues par les règlements de la municipalité. Article 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Trop ici. M. André Rondeau l'a proposé. Qu'est-ce qui seconde? M. Stéphane Lamar seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5. Ah, bien là, c'est ça. Tous ces règlements-là vont faire l'objet de séances publiques de consultation. Ils vont tous avoir lieu la même soirée, une après l'autre. C'est des citoyens qui veulent émettre leurs commentaires, leurs opinions, ou venir nous en parler. Ben, vous êtes les bienvenus. Le premier projet de règlement portant numéro 123-2024, modifiant le règlement administratif 123. J'ai pas mis le mot. Pardon? Ah, c'est pas grave. La séance publique de consultation sera le 22 avril 2024 à 18h30, ici même à l'hôtel de ville de la municipalité de la Visitation de l'État. Madame Jacinthe Drainville a fait la proposition, puisqu'elle a donné l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'Assemblée publique de consultation du projet de règlement numéro 119-2024 relatif au zonage. Elle se tiendra le 22 avril 2024 à 18h40. C'est M. François Drainville qui avait donné l'avis de motion, donc proposé. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'avis public de consultation pour le règlement 115-2024 relatif au plan d'urbanisme. Cette assemblée publique-là aura lieu le 22 avril 2024 à 18h50 ici même à l'hôtel de ville. M. André Rondeau avait donné l'avis de motion proposée. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bon, c'est tout pour les assemblées publiques. Fait que le 22 avril, bon, les assemblées vont se faire une à la suite de. Loisirs et culture 10.1, 15e édition de la mission Paix sur le fleuve Saint-Laurent. Bien, comme à chaque année, il y a un groupe de personnes, une trentaine de participants sur l'eau et sur la route de Montréal à Québec participent ensemble à ce périple historique sur le chemin de nos ancêtres. Puis, la mission de paix voudrait s'arrêter à la Visitation de l'île du Port pour camper et utiliser le centre communautaire comme dans le passé à partir du vendredi 28 juin 20 midi au 29 juin 2024 tôt le matin.
Pardon? Ah, OK. Fait que la mission de paix désire inviter les citoyens. Aussi, les citoyens sont invités à venir partager un repas de type potluck. Et il est proposé par, appuyé par et résolu de permettre à la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent de camper et d'utiliser le centre communautaire du vendredi 28 juin 2024 au samedi 29 juin 2024 en matinée. Et de permettre à la mission de paix d'inviter les citoyens à venir partager avec eux un repas. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Marie Courchaine propose. Que quelqu'un seconde? Oui, là, Mme Jacinthe Brinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ah, période de questions. Avez-vous des questions? Bienvenue parmi nous, M. Rochette. On est content de vous voir sur deux pattes, en santé. Merci. Merci de votre soutien. Ça fait plaisir. Des questions? Pas de questions? L'ordre du jour étant diffusé à 20h, 1 minute, il est proposé par, appuyé par, que la séance soit levée. Qui est-ce qui propose? Mme Marie Courchaine propose. Qui est-ce qui seconde? M. Stéphane Lamar seconde. Qui est-ce qui s'objecte? Est-ce que c'est unanime? Oui.